Voyez le niveau intellectuel sur Nomos TV? C'est pas Radio-Canada ici. C'est pas TVA. Est-ce qu'on aura accès aux médias, nous? On débat de vraies choses. Jamais. Vous voyez? On est capable de parler d'Aristote, Platon, le 1er décembre en buvant du champagne. Le 1er janvier, pardon. Merci. 1er janvier, premier jour de l'année, en buvant du champagne. C'est le niveau intellectuel. Nous, on hausse le niveau intellectuel. TVA le dégrade, Radio-Canada le dégrade. Nous, ça monte vers le haut. Ça descend pas, ça monte. Vous comprenez? Mais on veut que ça soit accessible, hein? C'est toujours Ouais, ça. c'est toujours Oui, tout à fait, accessible. bien sûr. Mais je Bien pense sûr. que les gens sont capables de suivre. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ah, oui, oui, Bon, absolument. même en buvant leur Du gin. champagne ou du gin, c'est ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que C'est pas un séminaire en universitaire, évidemment. islam, non, tout à fait. En islam, cette réaction a peut-être été possible parce que ce n'est pas une société qui a le culte du progrès. Or, en Occident, C'est là le débat, en fait. depuis l'Antiquité et même depuis les Grecs, même si les Grecs avaient une conception du temps cyclique. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Parce que quand même, disons, ce qui amène une lecture, je dirais, progressiste, linéaire et progressiste à quelque part, c'est le christianisme. Parce qu'il y a le début des temps, il y a la fin des temps, l'eschatologie, l'Apocalypse, le retour du Christ, et puis, bon, donc il y a un début, il y a une fin. Les Grecs avaient une vision cyclique. Oui, tout à fait. Donc, on part d'un point, on monte, puis il y a décadence, puis on tombe, puis on remonte, puis bon. Donc, voilà. Donc, le passage d'un monde cyclique, polythéiste, païen, grec de l'Antiquité, à un monde linéaire et progressiste vers la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ, c'est un effet du christianisme. Tout à fait. Donc, quand tu dis l'Occident est la religion du progrès, depuis l'Antiquité, est-ce que ça ne cause pas un peu problème avec cette lecture que les Grecs avaient du rapport, d'ailleurs, de l'homme avec la nature? Parce que c'est le christianisme qui fait en sorte que l'homme se sent séparé de la nature, qu'il se voit comme une unité différente du monde naturel et qu'il met d'ailleurs en place cet univers surnaturel qui est celui du catholicisme. Est-ce que C'est-à-dire qu'il y a déjà avec Platon, on connaît la fameuse phrase de Nietzsche, le christianisme c'est du platonisme pour le peuple. Ça, c'est pas mal, ça. C'est Nietzsche, qui est quand même assez intéressant. Nietzsche, c'est un anti-chrétien. Mais comment je dirais, je dis ça aux catholiques qui nous écoutent, il faut entendre la critique du christianisme que fait Nietzsche. Oui, tout à fait. Religion des faibles, religion des opprimés. Oui, parce qu'il pointe du doigt les dérives du christianisme. ce que Chesterton appelait les vertus chrétiennes devenues folles. Exactement. Il y a un peu de ça, mais avec Platon, déjà, il y a chez Platon cette idée du progrès. Évidemment, le mot n'est jamais employé, c'est une notion moderne, Ouais. mais il n'en demeure pas moins que dans sa conception de la cité idéale, la République, il y a déjà en germe cet élément que tu notes, d'une sorte de... Évidemment, on n'est pas dans forcément une conception linéaire, mais il n'en demeure pas moins que cette idée de progrès est déjà présente. C'est un peu quelque chose qui est en noyau dans le cœur de l'Occident depuis donc des millénaires, qui fait sa force. Parce que Platon, c'est quoi? C'est moins 500? C'est moins, non, plutôt moins 300. Moins c'est 300. le 4e siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est Alexandre le Grand, ça, à peu près? Aristote est le précepteur d'Alexandre le Grand. Et Aristote suit Platon. Oui, c'est son disciple. Donc, c'est un peu... Mais c'est quoi? Donc c'est un peu avant Alexandre. D'accord, voilà. Grosso modo. Oui, oui. Et juste après Socrate, évidemment. Oui. Donc, il y a... On est en moins 300, à peu près. Oui, c'est ça, on est au 4e siècle avant 4e siècle. Jésus-Christ. D'accord. Quelque chose dans ce genre. Mais on vous place, voilà, sur la ligne du temps, quand On même. se rendre compte. Et donc, il y a cette idée du progrès, ou en tout cas d'une forme de... peut-être aussi une idée de dépassement de soi, et on peut aussi le voir comme ça, qu'il n'y a pas, je pense, en tout cas, on me corrigera si je me trompe, qu'il n'y a pas forcément dans le monde islamique et dans la civilisation islamique. Je suis d'accord C'est avec un toi. autre rapport à la société et à l'homme. Mais oui. Et Mais les donc, par musulmans ont conséquent- rejeté... Mais attends, je t'arrête tout de suite. Les musulmans ont rejeté la falsafa, c'est-à-dire la philosophie, notamment avec El-Khazali, qui est le grand théologien musulman, qui rejette finalement Ibn Rushd, Averroès, etc., et qui dit en fait tout cet apport philosophique des Grecs, on va le foutre aux poubelles. Et El-Khazali, c'est celui qui va finalement donner le la de la pensée théologique musulmane. Et à partir de ce moment-là, il y a un rejet du génie grec, au fond. Et c'est ce qui fait que les musulmans sont un peu pris dans un cercle éternel de vouloir répéter l'horreur de gloire qui est finalement, en gros, le 7e, 8e, 9e siècle. Maximum 10e siècle. Mais on se rend compte justement, ils n'arrivent pas à répéter cette heure de gloire. Parce qu'ils sont dépassés par les Occidentaux et même Exactement. par les Chinois, à la limite.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les Chinois prennent la leçon occidentale, les Asiatiques en règle générale d'ailleurs, Ouais. prennent Mais l'Extrême-Orient. particulièrement les Chinois. Oui, particulièrement les Chinois, mais l'Extrême-Orient prend la leçon occidentale en ne faisant pas ce que font les musulmans, c'est-à-dire en ne rejetant pas cette pensée que l'on pourrait qualifier de pensée rationaliste ou d'ancêtre de la pensée rationaliste, et la prennent pour eux et se disent, bien très bien, on va se servir des armes des Occidentaux pour les battre à leur propre jeu. Et on peut dire que les Asiatiques y arrivent assez bien. Mais sans les défauts de cette pensée-là. C'est-à-dire, au fond, fait. l'idéal éganitariste, démocratique, Tout à fait. qui nivelle par le bas. Parce que le confucianisme chinois est finalement une philosophie extrêmement hiérarchique, où tout le monde a sa place dans la société, et où le fait qu'il y ait une élite qui domine et qui donne finalement le ton du reste de la société, c'est pas vu comme un problème. Absolument pas. C'est vu comme l'ordre naturel des choses. Qu'il y ait une élite qui domine, alors que cette élite, soit l'empereur de Chine, ou soit le Parti communiste chinois, dirigé par l'armée ou les services de renseignement chinois, c'est pas un problème d'un point de vue chinois. Le problème en face de ça, chez les Occidentaux, il y a un esprit égalitariste. Et c'est ce fameux esprit égalitariste Le christianisme en partie. mais seulement en partie. Parce que Alexandre le Grand, quand il veut former sa grande coalition pour envahir l'Inde, il a une partie de son armée qui est orientale, il y a une partie de son armée qui est occidentale, et les membres de son armée, qui sont des orientaux, donc des Perses, s'aplanissent devant lui, le considèrent comme un homme-dieu. Or, ses compagnons grecs et macédoniens le considèrent comme le roi, donc ont un respect pour lui, mais ne le considèrent pas comme un dieu. Absolument pas. Ils ne sont pas à plat ventre devant lui, ils le considèrent comme un homme qui a une légitimité de gouverner. Mais ce n'est pas un être surnaturel. Donc, déjà dans la vision d'Alexandre le Grand, donc pré-chrétienne, hein, là on est quoi en 300, moins 300 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, on a finalement cet esprit occidental qui est un esprit de liberté et de dignité individuelle qui affronte l'Orient qui finalement est dans la négation totale de l'individu. D'ailleurs... Et déjà ça, on prouve qu'il y a un clivage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. L'Occident et l'Orient sont en opposition et Alexandre le Grand, son grand rêve, ça a été de réunir ces deux mondes-là et ça a finalement échoué. Mais c'est intéressant parce qu'Alexandre le Grand, on peut le voir, enfin, en tout cas moi j'ai toujours réfléchi comme ça, comme une forme d'ancêtre du cosmopolitisme. C'est vrai. C'est-à-dire qu'Alexandre pense son empire ainsi. Oui. Il se dit, on va faire une sorte d'empire mondial. Tout à fait. Qui va réunir l'ensemble de la planète, en tout cas telle qu'il la conçoit à l'époque. Oui. Avec tous les la Perse, le monde grec. Exactement. Bon. Les différents peuples, ils vont conserver leur religion, puis ils vont conserver leur... Puis ça fera un seul et même grand empire. D'une certaine manière, on peut dire que les globalistes contemporains essayent d'accomplir le rêve d'Alexandre le Grand. Mais alors c'est intéressant parce que ça montre que c'est donc quelque chose qui est au cœur de la pensée occidentale depuis très longtemps, et qui chemine en nous. Oui, mais qui précède le christianisme. Voilà, parce que le christianisme peut radicaliser cette tendance à l'universalisme-là, mais ne crée pas cette tendance à l'universalisme. Non, tout à fait. D'ailleurs, pas juste Alexandre le Grand, Rome. Ah oui, bien sûr. Rome donne la citoyenneté aux étrangers, pas juste aux Romains, disons, ethniques. Donc, cette tendance On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça donnait. Non, mais c'est-à-dire que l'Occident a cette passion universelle qui précède le christianisme. Alors, le christianisme va radicaliser cette tendance-là, mais ne la crée pas. C'est pour ça que je dis que parfois, là, je fais une espèce d'ellipse et je reviens au débat entre nationalistes. Parfois, il y a des nationalistes qui sont très critiques du christianisme qui disent tous nos maux viennent du christianisme, c'est-à-dire de cette religion universaliste, voilà, la religion des esclaves, faible, voilà. On avait des dieux romains, vous savez, qui étaient bâtis comme des athlètes, qui lançaient des éclairs, qui dominaient le monde, et là, vous vénérez une espèce de juif crucifié sur deux bouts de bois, religion des esclaves, qui vénérait ce rabbin dans les cryptes dans l'Empire romain. Je veux dire, et ça fait effondrer l'Empire romain. Vous, les chrétiens, vous êtes responsables de ça. Bon, c'est la grande critique nationaliste du christianisme. Sauf que le problème, c'est que cet universalisme-là pénétrait déjà l'Empire romain à l'époque où l'Empire romain était déjà pas chrétien, était encore païen. D'ailleurs, c'est... Donc, l'esprit universaliste précède le christianisme et fait partie de l'Occident. Mais d'ailleurs, il ne faut jamais oublier quand même que le christianisme occidental
tel qu'il va se développer par le biais de saint Paul, qui était donc un juif de culture grecque. Voilà, C'est qui a quand même écrit important de le d'ailleurs, mentionner. qui a écrit en grec. Qui a Il n'a écrit pas en écrit grec. en hébreu, il Tout n'a à pas écrit en araméen. Non, tout à fait. Les lettres En de grec. Paul qu'on a et qui sont dans le Nouveau Testament, je le répète pour les gens, c'est des lettres en grec. Ouais, tout à fait. Il faut lire le grec, le koiné. Donc, c'est un grec qui est sémitisé, si on veut être très précis, là. C'est le koiné. Donc, c'est le grec sémitisé, disons, du 1er siècle. On est alentour des années 50, à peu près. Ouais. Pas 1950, hein? 50 après Jésus-Christ. Bon, voilà. Oui, Mais il tout à écrit en grec, c'est Ouais. pour dire.